Alors, bienvenue à cette deuxième vidéo dans le dossier 6 sur les territoires autochtones. Aujourd'hui, on va parler des Autochtones au Canada. Donc, avant qu'on commence à prendre des notes, comme toujours, je veux réviser les objectifs, ce qu'on veut accomplir aujourd'hui. Donc, un des objectifs d'étude, c'est de trouver un territoire autochtone sur une carte. Ici, ce serait sur une carte de son pays, c'est-à-dire le Canada. On veut aussi être capable de dire qu'est-ce qui rend un territoire autochtone. Donc, quels sont les critères, les caractéristiques d'un territoire autochtone. Les droits d'un peuple autochtone, on va en parler aujourd'hui. Les activités, les institutions et organismes qui gèrent les activités, ainsi que les conventions, ententes et traités qui touchent sur les activités sur les territoires autochtones. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et on va terminer avec le dernier objectif, expliquer les enjeux présents dans les territoires autochtones, c'est-à-dire leurs revendications, les organismes ou les groupes avec lesquels les peuples autochtones doivent partager leur territoire, l'impact des colonisateurs et les façons dont les conventions ont changé les territoires autochtones. Donc, tout ça, c'est à voir aujourd'hui. Comme toujours, je t'invite à tourner sur une nouvelle page, d'inscrire la date d'aujourd'hui en haut de la page. D'inscrire le titre de la section ainsi que les pages et aussi de garder encore une fois ton manuel ouvert devant toi pendant que tu prends des notes pour pouvoir suivre dans le texte. Alors, on va commencer à prendre les notes maintenant et je vous reverrai à la fin de la vidéo. Alors, commençons avec le dossier 6.2, les Autochtones du Canada, qui va apparaître sur les pages 267 à 269 dans ton manuel. Alors, parlons d'abord de la population autochtone ici au Canada. Alors, on a 36 millions de Canadiens au total, donc ça, ce n'est pas la population autochtone, mais tout le monde. Et sur ce, il y a 1,4 million de personnes autochtones. La moitié de ces peuples autochtones habitent dans des communautés autochtones qui sont surtout, pas tous, mais surtout dans les régions éloignées et surtout dans le nord de notre pays. Et l'autre moitié, à peu près, habite ce qu'on appelle le sud, c'est-à-dire le sud du Canada, donc dans les grandes villes et les régions plus peuplées de notre pays. Donc, si on regarde le graphique ici, on voit qu'il y a les Inuits qui forment à peu près 4% de total de toutes les personnes autochtones. Donc, ça, ce n'est pas le pourcentage de la population canadienne, mais le pourcentage dans la population autochtone. On a les Métis en bleu ici qui forment à peu près un tiers du total. Et donc, on a les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits en rouge et en orange qui, ensemble, vont faire à peu près 2 tiers du total. Je m'attarde ici pour parler du fait que j'utilise le mot indien, même si j'ai dit que je n'allais pas l'utiliser. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire la différence entre inscrit et non inscrit? Alors, on va parler un peu d'abord des Premières Nations inscrits et non inscrits. Donc, quand on parle des Premières Nations du Canada, il y a à peu près 700 000 personnes inscrites au Canada et à peu près 225 000 personnes non inscrites au Canada. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est un terme qui vient de la loi sur les Indiens. Et si tu te rappelles, j'ai dit que cette loi a été écrite très longtemps et donc on utilisait toujours le mot indien, même si aujourd'hui on ne le dit plus. Et c'est cette loi qui gère à peu près tout ce qui se passe dans la vie des personnes autochtones au Canada, c'est-à-dire au moins dans leur relation légale avec le gouvernement. Elle met des conditions sur qui est inscrit dans une grande liste, dans un registre de qui fait partie d'une Première Nation. Donc, c'est-à-dire, si on est inscrit sur la liste, on bénéficie d'un statut spécial. On dit un Indien de statut. Par exemple, si je vous donne un exemple, dans la forme initiale de la loi, un homme autochtone inscrit va se marier avec une femme non autochtone. Dans ce cas, leurs enfants sont reconnus par le biais de la loi sur les Indiens comme aussi des autochtones inscrits. Mais c'est l'inverse si une femme autochtone se marie avec un homme non autochtone. En fait, là, leurs enfants vont perdre le statut d'être indiens inscrits. Ils vont toujours être considérés comme des Indiens, mais non inscrits.
Et cela va avoir un impact sur leur vie. Donc ça, c'est juste un exemple de la différence entre inscrit et non inscrit. Je dois dire que la loi a été changée dans les années 80, donc c'est plus le cas que c'est différent entre hommes et femmes, mais il reste toujours qu'il y a des personnes non inscrites et des personnes inscrites. Et il y a plusieurs choses, comme j'ai dit, qui sont impactées par le fait d'être inscrit ou non. Par exemple, le droit de vivre sur une réserve ou le droit d'éviter de payer certaines taxes, par exemple. Donc, continuons avec nos notes. Donc, comme j'ai remarqué tantôt, la moitié des Premières Nations, des peuples des Premières Nations vivent sur une réserve. Et une réserve, c'est un territoire qui est soumis à la loi sur les Indiens. Donc, l'aménagement de ce territoire est gouverné et réglé par la loi sur les Indiens. Le réserve, le terrain même, n'appartient pas au peuple autochtone, mais reste propriété du gouvernement du Canada. Donc, même si les Premières Nations peuvent vivre sur une réserve, la terre sur laquelle ils vivent ne leur appartient pas. Et comme j'ai remarqué tantôt, seules les personnes inscrites peuvent vivre sur une réserve. Quand on parle d'une Première Nation, c'est au pluriel parce qu'il y a à peu près 50 nations. Alors, c'est quoi une nation? Une nation, c'est un groupe qui ont tous une origine, une histoire et une culture distincte. Donc, ce n'est pas une nation dans le sens d'un pays séparé, mais une nation dans le sens d'un groupe de personnes. Okay? C'est une nation culturelle. On a également des bandes. Donc, une bande, c'est le groupe qui vit sur une réserve. Donc, sur une réserve, il y a une bande et la bande est dirigée par le chef et le conseil de bande. Okay? Dans une nation, il peut y avoir plusieurs bandes. Je donne l'exemple, par exemple, des Cris de Québec. Ils ont à peu près 11 réserves réparties sur la province, donc 11 bandes dans la nation Cri. Et si on a dit qu'il y a à peu près 50 nations au Canada, pour les bandes, il y a à peu près 600 à travers le Canada, réparties parmi plusieurs nations. Certaines bandes, je parle toujours ici des bandes, ont quelques centaines de membres et la plus grande au Canada, 23 000. Certaines nations ont une convention ou un traité. Une convention, c'est un document diplomatique. En fait, c'est comme un contrat signé entre deux nations. Alors, c'est une entente entre deux nations, et on parle ici de deux nations. La première étant la Première Nation, et la deuxième, c'est par exemple le Canada. Seules certaines bandes ont une convention. Ce n'est pas toutes les bandes qui ont signé des conventions. Et une convention, et on va en parler un peu plus tard, ça donne plus de pouvoir que juste la loi sur les Indiens donne au peuple autochtone. Donc, cela veut dire que si une bande n'a pas signé une convention, ils devraient en théorie avoir conservé tous les droits à leur territoire parce qu'ils n'ont jamais cédé ces droits dans une convention, dans un contrat quelconque. Maintenant, parlons un peu des Inuits. C'est le deuxième des trois grands groupes autochtones dont on va parler aujourd'hui. Les Inuits, il y a à peu près 60 000 Inuits à travers le Canada. Ils vivent tous dans le nord, dans le grand nord du Canada. On voit ici sur la carte les territoires Inuits. La moitié des personnes Inuits vivent au Nunavut, c'est-à-dire le territoire canadien qu'on voit ici en orange, en rouge foncé. Donc, la moitié, à peu près 30 000, vivent au Nunavut. Ici, on voit en vert clair le territoire de Nunavik au Québec. Il y a à peu près 11 000 personnes qui habitent dans le territoire de Nunavik au Québec. En fait, je m'excuse, il n'y a pas 11 000 personnes, mais bien 11 000 personnes Inuits, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent dans le Nunavik. Et veuillez noter, Nunavut et Nunavik sont deux places différentes. Le reste des peuples Inuits vivent un peu dans les territoires du nord-ouest, ici en orange, et en vert foncé dans Labrador. La nation Inuit est répartie parmi à peu près 50 villages, donc les points jaunes qu'on voit ici sur la carte, et on remarque que tous ces villages sont au bord de la mer. Donc, les personnes Inuits, à l'époque, étaient nomades. Maintenant, ils se sont installés dans les villages sur les côtes. Mais même s'ils ne sont plus nomades, leur méthode de transport traditionnelle était souvent en kayak.
Donc, la mer fait toujours partie de leur mode de vie et de leur culture. Voilà. Et il faut remarquer que les Inuits ne sont pas touchés par la loi sur les Indiens. Donc, ils suivent toutes les mêmes lois que tout citoyen canadien. Donc, ils n'ont pas de statut spécial. On ne peut pas parler d'un Inuit inscrit ou non inscrit. La troisième des trois groupes dont on va parler aujourd'hui, c'est les Métis. Ils sont assez nombreux, 420 000 à travers le pays du Canada. C'est une nation qui est formée des personnes qui ont des ancêtres européens et autochtones. C'est pas assez de dire que si tu as un maman européen puis un papa autochtone que tu es métis. En fait, c'est un groupe qui a été formé il y a très longtemps avec une culture et une histoire très distinctes des peuples autochtones autres dont on a parlé et ou distinctes des Européens. Donc, il faut vraiment considérer ça comme une nation séparée des autres avec sa propre culture et sa propre histoire. Un exemple de la culture métisse, ici, on voit ici, c'est une image faite en perles. Donc, le perlage, c'est très, très connu dans la culture autochtone, mais dans les autres peuples autochtones, on ne voit pas des images de fleurs et des oiseaux comme ça. En fait, ça, c'est quelque chose qui vient, les images au moins, viennent de la broderie européenne. Donc, les Métis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé les techniques de perlage autochtones avec les images brodées européennes pour faire un style de perlage qui leur est très propre, qui est très connu comme style Métis. Les Métis non plus ne sont pas touchés par la loi sur les Indiens, donc tout comme les Inuits, les Métis doivent suivre toutes les lois comme toutes les lois canadiennes. Les Métis sont reconnus par la Constitution canadienne comme une nation à part des autres Premières Nations, même s'ils n'ont pas de réserve, ils ne sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Et là, ils vivent un peu partout à travers le Canada, mais on va dire que la plupart vivent dans l'Ouest canadien, de l'Ouest de l'Ontario jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, même s'il y en a plusieurs au Québec, la grande majorité des Métis habitent sur les prairies canadiennes surtout. Parlons un peu maintenant des revendications autochtones au Canada. On a remarqué au début qu'il y a des revendications globales et des revendications particulières. Alors, parlons un peu des deux. Les revendications globales, ce sont les revendications qui touchent à toute bande autochtone et que toute bande, toute nation devrait avoir sans avoir signé un traité. Donc, c'est pour ça qu'on dit global, parce que ça s'applique à tous les peuples autochtones au Canada. Et ce sont les revendications en fait, qu'on a nommées dans la section précédente, dans la section 6.1, les revendications de la reconnaissance de leurs droits, de l'autonomie et aussi du dédommagement, restitution économique. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer ça davantage, sont déjà là. On peut aussi avoir des revendications particulières, c'est-à-dire des pouvoirs que les bandes veulent avoir suite à la signature d'un traité. Et je vous donne un exemple ici, la Première Nation des Tsawwassen, on dit Tsawwassen, en Colombie-Britannique. Et on voit même leur site web, ici j'ai mis un exemple là. C'est une Première Nation qui a son propre système de santé, donc leurs propres hôpitaux, leurs propres cliniques. Ils ont leur propre système d'éducation, donc leurs propres écoles pour leurs enfants, même leur propre gouvernement. Et là, il faut remarquer que ça, c'est tout à fait particulier parce que les autres Premières Nations qui n'ont pas de traité, qui n'ont pas de convention, par exemple, leur système de santé et leur système d'éducation sont fournis par le gouvernement fédéral canadien. Mais ici, dans ce cas, la Première Nation des Tsawwassen ont décidé de faire leur propre système qui n'est pas fourni par le gouvernement. Donc, voici un exemple d'une revendication particulière. Et on va juste arrêter ici pour dire qu'une convention ou un traité, en fait, ça veut dire la même chose. Bien, on parle souvent des traités historiques et des traités modernes. Dès le début de notre nation, même avant la Confédération, il y avait des traités de 1763 jusqu'à 1921. Ces traités-là, par contre, sont souvent le sujet d'un débat sur comment les interpréter, parce que, surtout loin dans le passé, les colonisateurs européens considéraient que leur traité leur donnait le droit de prendre les territoires autochtones en exclusivité, en échange des paiements, par exemple. Par contre, à l'époque, les peuples autochtones
en faisant les négociations, croyaient que ça permettait aux Européens juste de partager les territoires. Donc, les traités historiques sont sujets au débat, au grand débat, finalement. Les traités modernes, on a commencé, on va dire qu'on commence en 1975. Ces traités-là sont plus clairs, sont mieux compris des deux côtés, et donc ils répondent mieux aux besoins des peuples autochtones pour savoir quels sont leurs pouvoirs, pour leur donner une autonomie dans leur gouvernement, et aussi de l'autonomie pour les activités économiques sur leur territoire. Et on va parler des traités entre 1975 jusqu'à aujourd'hui, dans la troisième section sur les peuples autochtones du Québec, parce que justement, en 1975, c'était le premier traité moderne signé entre les Cris. Bon, maintenant que tu as fini de prendre les notes sur cette section 6.2, on va juste faire un petit résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, juste pour résumer rapidement, il y a à peu près 1,4 million de peuples autochtones qui vivent au Canada aujourd'hui. Les peuples autochtones au Canada sont divisés en 3 grandes catégories, qui sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et il ne faut pas oublier que les Inuits et les Métis ne font pas partie des Premières Nations. Donc, si on veut parler de tous ces 3 groupes-là ensemble, on doit dire les peuples autochtones du Canada. Seuls les membres des Premières Nations sont soumis à la loi sur les Indiens, c'est-à-dire que les Inuits et les Métis ne le sont pas. On a aussi appris que les revendications des peuples autochtones canadiens peuvent être globales, c'est-à-dire partagées parmi tous les peuples autochtones canadiens, ou les revendications peuvent être particulières, c'est-à-dire chaque groupe peut avoir ses propres demandes. Et certaines nations ont cherché des conventions avec le gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial quelconque afin de rechercher une certaine autonomie, c'est-à-dire de faire valoir leurs revendications particulières. Alors, sur ce, merci pour avoir écouté cette vidéo. Vous avez maintenant les exercices à faire dans ton manuel. Alors, bon travail!